Arrête, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Arrête. Salut, C'est vrai. c'est Papa Ours et vous êtes bien sur Arrête, c'est vrai, le podcast sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Pour ce tout premier épisode, nous allons parler écriture, littérature et édition. Mon invité est mi-italien, mi-australien, mi-côte d'azuréen. Fait beaucoup de mi, tout ça. De Leonardo DiCaprio, il a pas simplement le prénom, il a aussi le sourire charmeur. Il est surtout auteur et vient de publier son 4e roman, qui est aussi le second de sa saga L'ivresse des enfers. J'ai le plaisir d'accueillir Léonard Foggia. Et salut Léo, comment ça va ? Bonjour Clément, ça va très bien, merci de m'accueillir dans ton émission. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. J'espère que tu as apprécié cette petite introduction qui était à peu près complètement vraie. Franchement, j'aurais pas rajouté grand-chose. On va revenir dessus, mais bon. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre du monde de l'édition, puisqu'effectivement, tu es auteur. Et on va aller à la rencontre du monde de la littérature. Pour être tout à fait honnête, moi, c'est un univers que je connais assez peu. Oui, je suis lecteur, j'adore lire, mais le dessous des cartes, je n'ai pas la moindre idée. Alors, si tu pouvais nous servir de guide aujourd'hui, j'avoue que ça serait assez génial. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Si tu es prêt, on y va. En introduction, j'ai dit que tu étais mi-italien, mi-australien, mi-côte d'azuréen. C'est pas forcément tout à fait vrai. Du coup, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens ? Déjà, je suis français, mais c'est vrai que je suis à moitié italien parce que mon père est né en Italie. Il est arrivé en France quand il était tout jeune. C'est pour ça que j'ai du sang italien donc qui coule dans mes veines. Ma maman, elle, est née en France et donc française aussi. Donc je suis 50% française, 50% italien. Donc, je suis maralpin d'adoption depuis presque une dizaine d'années. Et je suis australien peut-être de cœur parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y vivre. Clairement, ça fait partie des points que j'ai envie de creuser avec toi parce que à travers tous tes romans, c'est vrai que l'Australie, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et du coup, on va être amené à en parler forcément. Tu nous as dit que tu étais dans le nord-est de la France. Je crois que tu as fait tes études, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis né à Troyes, c'est une ville qui se trouve, on va dire, entre Paris et Nancy, ou entre Paris et Strasbourg, pour ceux qui ne sont pas très bons en géographie. Donc Troyes, c'est le temple de la mode, notamment. Je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour. Donc je suis né là-bas, et c'est vrai que dans le cadre de mes études, eh bien, je suis justement parti à Strasbourg, à Nancy, ensuite à Lyon, où j'ai terminé mes études. Donc ça a été un parcours assez atypique. Tu t'es pas mal baladé, tu étais déjà voyageur. Et du Exactement. coup, Ouais. je crois avoir lu que tu avais fait des études en communication, c'est ça ? Ou publicité. Oui, c'est ça. Alors à la base, j'avais un cursus plutôt artistique. Ça n'a pas bien marché, je ne vais pas trop les déboucher. Donc c'est vrai que je me suis réorienté vers un cursus communication publicitaire, parce qu'il y avait ce côté un peu artistique, ce qui m'a amené à Nancy. Et donc ensuite, j'ai déroulé pendant 5 ans jusqu'à avoir un Master 2 en communication des entreprises, qui m'a permis d'être un professionnel de la communication, du marketing et des nouvelles technologies, tout ce qui est digital, Internet. Ce qui a priori n'a rien à voir avec l'édition, et c'est ça qui est génial. Et du coup, à la fin de tes études, si j'ai bien suivi, à la fin de tes études, tu décides de partir en Australie. Est-ce que ça s'impose directement, t'as envie ? Parce que, je sais pas, en lisant Australian Touch, j'ai cru comprendre que tu avais été un peu aidé à partir en Australie, que y avait un ami grand et frêle, Julien, qui t'avait motivé à partir. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Est-ce que ça a été un déclic ? Pourquoi t'es parti en Australie finalement ? Effectivement, ça s'est passé comme dans le bouquin, c'est-à-dire que j'ai terminé mes études à Lyon. Bon, j'ai commencé à travailler. Quand on fait nos études, c'est pour réussir à grimper dans l'échelle sociale. Et donc, c'est vrai que j'avais trouvé un métier dans une agence de communication très sympathique avec des gens eux aussi très sympathiques. Assez vite, au bout d'un an et demi ou deux, je me suis dit, hop, t'as peut-être oublié quelque chose en route. Avant de te lancer à fond dans une carrière, t'as peut-être oublié de passer par la case je pars me former à l'étranger. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, et c'est vrai. Et sous l'impulsion d'un ami qui s'appelle Julien dans le bouquin, mais qui ne s'appelle pas Julien dans la vraie vie, on a décidé de partir, de se lancer dans cette aventure, de partir en Australie. Même si au final, il n'est pas venu avec moi, mais c'est vrai qu'il a créé cette impulsion qui, moi, m'a permis de franchir le pas. Parce que à l'époque, pour moi, c'était un premier grand voyage. Je n'avais même pas pris l'avion de ma vie. C'était quelque chose d'incroyable. Oh punaise, c'est génial. De me dire, voilà, d'un seul coup, alors que j'étais déjà sorti de France par la route, mais de me dire, je pars à l'autre bout du monde, ça a été une vraie démarche. Ce qui m'a permis de me motiver à me dire, je pars en Australie, c'est de me dire, je vais pouvoir enfin réaliser le rêve que j'ai depuis longtemps, qui est d'écrire un livre. Donc, je vais partir là-bas 1 an, mais de ce voyage, je voulais aussi concrétiser un projet qui me tenait à cœur, qui était d'écrire un premier bouquin. Alors justement, tu dis que c'est un projet qui tenait à cœur. Ça commence quand, cette passion ou cette envie d'écrire un livre ? Ça commence assez loin, mais je pense inconsciemment. Je suivais un bac L, et déjà au lycée, j'avais une professeure de français
à chaque fois qu'elle me rendait mes copies, bon, elle était toujours un peu embêtée parce que c'est vrai que j'étais un des cancres de la classe et je me mettais toujours au fond et je rigolais avec mes camarades. Et c'est vrai qu'elle me rendait souvent mes copies avec un pff, vous m'énervez, Léonard, parce que vous avez vraiment un style d'écriture et je suis sûr que vous terminerez écrivain. Et c'est elle qui m'a dit ça la première fois. Alors, moi, en tant que lycéen, ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Mais avec le recul, je me dis qu'elle avait peut-être raison et cette idée a germé petit à petit. Et j'ai commencé à écrire vraiment bien plus tard, hein. C'était à la fin de mes études, donc j'avais déjà 24-25 ans et j'avais commencé un premier bouquin. Et donc ce bouquin, j'avais écrit, je ne sais pas, une centaine de feuilles A4. Alors quand on est étudiant, ça représente vraiment un gros travail. Et j'étais néophyte en matière de nouvelles technologies. Et un jour, mon ordinateur tombe en panne. Je l'amène chez un informaticien et je lui dis, il faut absolument récupérer mon ordi parce qu'au-delà de toutes mes photos, évidemment, il y avait cet écrit sur lequel je travaillais depuis un an. Et là, il me dit, bah, écoutez, votre ordinateur est sérieusement endommagé et si on veut récupérer vos fichiers, c'est 1500 euros. Et là, franchement, le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai vu mon écrit s'envoler en même temps qu'il a reformaté mon ordinateur pour 50 euros. À choisir entre 1500 euros et 50 euros quand on est étudiant. Donc, l'envie d'écrire, elle est vraiment venue là, mais suite à ce traumatisme, quand j'ai perdu le bouquin, je me suis dit, je laisse tomber, c'est un signe du destin. L'écriture, c'est pas fait pour moi. Et finalement, bah, c'est revenu quand même, hein. Je pense que c'est quelque part en nous, hein. J'ai lu une autre anecdote, tu me dis si elle est vraie ou si elle est pas vraie, concernant tes mains et une ancienne petite amie. Comme quoi, tu avais des mains d'écrivain. Tu peux nous raconter rapidement? Bon, on était tout jeunes, on était ados. Ma première histoire d'amour. Et c'est vrai qu'elle regardait souvent mes mains en disant, c'est vrai que j'ai pas des grosses paluches, hein, de mécano, je suis pas maçon ni rien. Et c'est vrai qu'elle regardait souvent mes mains en me disant, voilà, t'as des mains d'écrivain. Alors c'est vrai que c'est pas, à l'époque, ça m'a pas donné envie d'écrire, mais je l'écoutais avec attention. J'adore cette anecdote parce que moi c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand je suis né, ma mère disait oh bah j'espère qu'il va devenir pianiste et quand elle a vu mes mains, elle a dit bûcheron, ça sera pas mal non plus. Ça risque d'être pas mal. Je suis ni l'un ni l'autre, mais bon, cela étant, c'est amusant ce rapport aux mains et à l'activité. C'est clair. Peut-être que finalement, c'est nos mains qui régissent notre destinée. Alors c'est ça la question, est-ce que c'est nos mains qui régissent nos destinées ou est-ce qu'on adapte nos mains à notre destinée? Ah, il y a quelque chose à creuser. Je crois qu'il y a un truc intéressant à faire là-dessous. Du coup, ça reste en toi et quand tu pars en Australie, donc tu as ce projet, tu te dis à un moment, ouais, je vais partir en Australie et ça sera aussi le moment de concrétiser cette idée. Durant ton voyage, est-ce que tu commences à écrire? Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou simplement tu te nourris de ce que tu vois pour ton futur projet? À partir du moment où je suis parti, pour moi, il fallait écrire. Donc, j'ai voyagé quelques semaines, mais très vite, à partir du moment où j'ai réussi à m'installer à Sydney, j'ai commencé à écrire. Donc, à l'époque, j'ai trouvé un travail dans un café et en parallèle, j'écrivais. Donc, je me suis instauré vraiment une discipline où chaque jour, je parvenais à écrire et à avancer sur mon roman. Là où c'est intéressant, effectivement, c'est que l'Australie t'inspire forcément. Tu es sur place, tu découvres plein de choses. Tout ce que j'étais en train de découvrir sur le moment, je le répercutais aussi dans mon livre, notamment le contexte. D'accord, et donc c'est là que Save Paul, puisque c'est ça hein, ton premier roman, c'est là que Save Paul est vraiment né. Quand on regarde tes autres romans aussi, tu as quand même un attachement qui est extrêmement fort avec l'Australie. Et pour autant, tu décides de rentrer. C'est un choix, c'est pas le choix, il fallait le faire, c'était un moment. Pourquoi finalement? Je pense principalement pour ma famille. Les technologies nous permettent, comme là par exemple, d'avoir une conversation sympathique à distance. C'est vrai qu'on peut avoir un contact, même en Australie, avec sa famille régulier, hein, mais le contact humain est important. Quand on est si loin de sa famille, tout est compliqué, d'autant plus aujourd'hui. Et je pense que ce qui m'a motivé à rentrer principalement en France, c'était de ne pas rester éloigné de ma famille trop longtemps. Voilà. Et je ne le regrette pas du tout, hein. Et du coup, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans le milieu de la communication, qui était ton milieu, ou est-ce que tu te dis non, ça y est, il faut que je publie, ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après cette année à l'étranger, et je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui sont partis à l'étranger vont le comprendre, c'est vrai qu'on change. On ne voit plus le monde de la même manière et le marqueur ascension sociale qui était prégnant, très prégnant quand on termine nos études, là c'était un petit peu estompé. Et le but du jeu, ça a été pour moi à ce moment-là, donc j'ai 27-28 ans, c'est de me dire, OK, il faut que je trouve un équilibre entre ma vie perso, pro et aussi extra-pro. Par extra-pro, j'entends l'écriture. Je me dis, à partir de maintenant, il faut que j'arrive à allier, continuer mon ascension sociale, tout en réussissant à écrire mes bouquins et à les publier. Voilà, ça a été ça vraiment l'objectif. Et
c'est ce qui me porte toujours aujourd'hui. D'accord, mais ça veut dire que tu conservais quand même une activité professionnelle à côté et Exactement. Bah, faut bien manger quand même, hein, au bout d'un moment. ouais, clairement. Clairement. Tu disais que tu avais 26-27 ans et du coup j'ai lu quelque part que tu trouvais que c'était vieux pour commencer l'écriture. Alors je sais pas, hein, moi j'ai essayé de regarder un peu autour, j'ai trouvé plein d'auteurs, des dizaines d'auteurs qui ont commencé même beaucoup plus tard que ça, ne serait-ce que J.K. Rowling par exemple. Pourquoi tu trouves que c'est vieux pour commencer? Ah, parce que ça peut paraître vieux. Mais c'est vrai que certaines personnes écrivent dès leur adolescence et commencent par des poèmes, des nouvelles à 12, 13 ans. C'est incroyable. Il y en a qui sortent leur premier bouquin à 20, 22 ans. Là, je viens d'en publier un qui a 19 ans. Donc ça veut dire qu'il écrit depuis beaucoup plus longtemps. Et donc ça veut dire que ces auteurs-là qui commencent très tôt, potentiellement, seront peut-être les grands auteurs de demain parce que tu n'es pas inné et ça s'acquiert. Au fil de tes romans, tu vas affiner ta plume et tu vas devenir meilleur. Et donc, moi qui ai commencé à 25 ans, forcément, quand j'arriverai à 40 ans, je serai peut-être moins bon que quelqu'un qui a commencé à 15 ans et qui a maintenant 40 ans. Mais si on prend le contre-exemple de Rimbaud, il s'est asséché à 18 ans. Il avait commencé très tôt et à 18 ans, il n'y a plus rien apparu. Donc, si ça se trouve, tu auras une très grosse longévité, ça sera encore mieux. On ne peut pas généraliser sur ce point-là. Et il y en a qui vont écrire toute leur vie et ils continueront d'écrire des bêtises toute leur vie aussi, où ça sera vraiment indigeste. On est d'accord. Mais cette histoire du style qui s'affine, ça fait partie des points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne un petit peu après parce que moi, en ayant lu tes livres, j'ai vraiment cette sensation. J'ai vraiment cette sensation de style qui devient alors beaucoup plus prononcé, beaucoup plus tranché, avec des descriptions plus longues, mais une action quand même plus rapide. Et bah non, allez, dis-nous-le nous maintenant. Comment tu fais pour faire évoluer ton style finalement? En lisant, en fait, en lisant. Moi, je me rends compte d'une chose parce que bon, quand on est un auteur comme moi qui bosse à côté, l'écriture d'un bouquin peut prendre 5-6 ans. Il faut vraiment que les lecteurs se retirent dans la tête des auteurs de best-sellers qui en écrivent un par an, qui ont vraiment cette gymnastique-là. La plupart des auteurs qui vivent pas de leur plume mettent plusieurs années à écrire leur roman. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je me rends compte, au fil de ces années où j'écris un roman, que mon style d'écriture va évoluer au fil de mes lectures aussi, parce qu'on s'inspire beaucoup de styles d'auteurs, de leur manière d'écrire les dialogues, d'exprimer des sentiments, de narrer certaines choses. Et c'est vrai que ça peut évoluer, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un même bouquin qui, au fur et à mesure, on sent des aspirations différentes. Après, ça va être tout le travail d'essayer de réharmoniser tout ça par la suite. Parce que l'écriture du bouquin, c'est pas on écrit d'un seul jet et on publie. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait y revenir si tu veux derrière, mais Ouais, ça va faire partie, effectivement, ça va faire partie de mes questions sur la façon d'écrire en plusieurs jets, sur le style, sur qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut amener l'éditeur. Mais juste avant ça, je voulais savoir, tu parlais effectivement de se nourrir des autres auteurs, hein, si j'ai bien compris. Ton style, ou en tout cas ton premier roman, c'est un roman d'anticipation. Qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te nourrit dans ce type de roman? alors ça va faire certainement grincer des dents. Mais moi, c'est le cinéma, et notamment le cinéma de science-fiction, qui m'a donné envie d'écrire des histoires de science-fiction. Alors, ça peut faire grincer des dents. Mais ce qui est certain, c'est que il y a un auteur effectivement qui m'avait donné envie d'écrire. Quand j'étais étudiant, je lisais beaucoup Bernard Werber, que tout le monde connaît, que j'ai lu tous ses bouquins quand j'étais étudiant. Et c'est en lisant ses écrits que je me suis dit, je veux faire passer mes messages à travers l'écriture. Je ne suis pas Steven Spielberg, je n'ai pas suivi des études qui peuvent m'amener à réaliser des films. Par contre, moi qui adore le cinéma de science-fiction, si je veux un jour pouvoir raconter des histoires, dystopiques notamment, je peux le faire par le biais de l'écriture. Et en lisant Bernard Werber, il m'a simplement donné envie de devenir écrivain, ce type. Quand j'ai lu Les Thanatonautes pour la première fois, tu le connais, non, Les Thanatonautes? Ouais, carrément, j'adore. Les voyageurs de la mort, Thanatonautes. C'est énorme. Et ben, ce bouquin-là, je me suis dit, ok, je deviendrai écrivain. Parce qu'il arrive à transmettre des messages tout en te divertissant. Et je me suis dit, mais c'est ça la clé. C'est comme ça que je peux le faire moi aussi. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné. Du coup, je me suis dit, les films de science-fiction que j'adorais étant gamin, et ben, je pouvais moi aussi raconter des histoires, essayer de décrypter notre société, essayer de passer des messages. Et tout ça grâce à l'écriture. En essayant de le faire avec une manière. Je n'ai pas la prétention d'écrire comme Bernard Werber, hein, j'en suis très loin, mais je pouvais essayer de m'en inspirer pour faire aussi bien. Tout a commencé de lui. Ensuite, des autres auteurs, il y en a, hein, notamment Barjavel, tu connais. Alors lui, il faut quand même imaginer qu'il écrivait début, milieu du XXe siècle, quoi. Et donc, il avait des idées, une vision du monde dans ses bouquins de science-fiction qui sont tout bonnement hallucinantes.
Et lui, je m'en suis aussi beaucoup inspiré. Il m'a vraiment donné énormément d'idées. J'aimais aussi beaucoup lire les bouquins de BD, son style très acéré, très trash comme ça, et je me disais, ça serait bien aussi de le faire rejaillir dans mes bouquins. Donc, il y a beaucoup d'auteurs et finalement de styles très différents qui m'ont inspiré et qui ont donné naissance à ton style à toi et qui est plutôt agréable à lire. D'ailleurs, les commentaires sont assez positifs. Je me posais une question quand tu commences comme ça à écrire. Est-ce que tu en parles autour de toi ? Est-ce que tu en parles à tes proches ? Est-ce que tu en parles à ta famille ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement personnel que tu réserves pour toi et un peu comme un secret, tu vois ? SafePol, quand je suis parti en Australie, c'était une opération top secrète. J'ai été financé par la CIA et le KGB pour mettre en place cette histoire. Non, mais c'est vrai que je suis parti et personne n'était dans les confidences. Durant tout mon voyage, j'ai gardé ça pour moi et même les personnes que j'ai rencontrées là-bas et que je côtoyais ne savaient pas que j'écrivais un roman. Et c'est seulement à mon retour en France où j'avais besoin de ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, donc c'est-à-dire des personnes qui vont lire ce que tu as écrit pour te dire ce que tu as écrit, c'est naze, ou ce que tu as écrit, il y a du potentiel. Où là, j'ai commencé à en parler à des amis qui l'ont lu et qui m'ont dit il y a du potentiel, mais ce qui m'a permis par la suite de revoir ma copie et de l'améliorer. Au début, c'était secret. Maintenant, je ne peux plus me cacher. Hein. Si je pouvais encore me cacher, je le ferais, mais je ne peux plus. Non, maintenant t'es connu, ça marche plus. Dommage. Du coup, t'écris un livre, mais est-ce que tu connais quelque chose au monde de l'édition ? Parce que entre écrire un livre, alors d'ailleurs, ça s'appelle un livre, un manuscrit, je sais pas. Euh, Entre écrire quelque chose comme ça et puis après être capable de le faire éditer, j'ai l'impression qu'il y a quand même un monde. J'ai l'impression que tout le monde n'arrive quand même pas à se faire éditer. Donc, du coup, est-ce que toi, tu connaissais quelque chose ? Est-ce que c'était un monde connu pour toi ou pas du tout et t'avançais dans l'inconnu ? J'y connaissais absolument rien. J'avançais totalement dans l'inconnu et je pense comme la majeure partie des auteurs. Quand on écrit, alors effectivement, il s'agit d'un manuscrit, hein, quand on l'écrit chez nous sur un ordinateur, on l'écrit déjà pour soi, hein, pour raconter son histoire. Et c'est vrai que l'édition, c'est un aboutissement. Mais rien ne nous prépare à ce qu'est l'édition. Déjà, trouver un éditeur, c'est hyper compliqué, quoi. Bah, ça allait être ma question suivante, justement. Comment tu as trouvé ta maison d'édition et comment ça s'est passé au début ? Pour trouver une maison d'édition, et ça servira peut-être à de nombreux écrivains qui nous écoutent, je l'ai envoyé aux principales maisons d'édition françaises. Leurs réponses a toutes été les mêmes. Hein. Ça a été donc un papier. Bon, ils se donnent la peine quand même de nous envoyer un courrier. Hein, et le courrier est toujours la même chose. Hein. Votre écrit est très intéressant, mais on n'en veut pas. Ça ne rentre jamais dans la ligne éditoriale. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, parce que ces maisons d'édition reçoivent des centaines et des centaines d'écrits chaque jour. Donc c'est déjà bien qu'elles se donnent la peine de nous répondre. Une fois que j'ai compris que je ne pourrais jamais me faire publier, ou du moins pas dans l'immédiat, par l'une de ces maisons d'édition, j'ai ciblé des maisons d'édition spécialisées dans le genre de mon bouquin, de la science-fiction. Donc je me suis spécialisé dans ces maisons d'édition-là et dans les maisons d'édition spécialisées dans la découverte de nouveaux auteurs. Et je pense que ça, c'est une stratégie qui paye plus. J'insiste là-dessus pour les écrivains qui nous écoutent. Et là, effectivement, j'ai eu des retours déjà beaucoup plus détaillés de maisons d'édition qui avaient lu le bouquin, qui avaient dit ça, c'est intéressant, il faut revoir ci, ça, et nous le renvoyer. Donc là, il y a eu déjà beaucoup plus de retours, et notamment celui des éditions Chum, qui est devenu par la suite mon éditeur, avec qui on a entamé un travail vraiment intéressant. Lui, il m'a dit, écoutez, votre roman, il est super par ses idées, l'histoire, l'intrigue. Par contre, je vais vous apprendre à écrire de la littérature. Alors là, j'étais assez dubitatif. Ok, partons là-dessus. Donc là, ça nous a demandé vraiment un gros travail. Il m'a expliqué les lacunes que j'avais dans mon écriture, qui était forcément peu mature. Et grâce à lui, j'ai réussi à transformer mon manuscrit en un véritable roman. Et je le remercie encore aujourd'hui. C'est lui aussi qui m'a fait découvrir le monde de l'édition et les difficultés, notamment, que pouvaient avoir des auteurs anonymes pour se faire connaître. Et c'est grâce à lui que je dois ma connaissance actuelle du monde de l'édition. Alors moi, il y a un point que je trouve très intéressant et c'est bien que tu le dises, que c'est lui qui t'a aidé à peut-être pas mûrir ton style, mais en tout cas à mieux appréhender les codes de la littérature, ou en tout cas les attendus de la littérature. Il y a une anecdote que j'ai entendue, je ne sais pas si elle est vraie, j'aurais aimé la tenir pour vraie, mais j'en suis pas certain, et qui concerne Proust.
À la recherche du temps perdu du côté de chez Swann, et puis on a ce très beau, cette très belle partie sur ces petits biscuits dodus qu'on appelait Madeleine. Et puis évidemment, ça va donner la Madeleine de Proust. Et ce qui est très amusant, c'est que l'anecdote dit que quand Proust l'aurait écrit, il parlait pas d'une Madeleine, mais d'une biscotte. Et que c'est son éditeur qui lui aurait dit non, personne ne va penser à une biscotte. Une Madeleine, c'est tellement mieux. Et aujourd'hui, c'est resté quand même comme une Madeleine, et la Madeleine de Proust. Et du coup, tu te demandes quelle est la part de l'éditeur et quelle est la part de l'auteur là-dedans. Mais c'est chouette que tu aies répondu comme ça et que tu nous aies expliqué que ça peut quand même aider à faire évoluer, à comprendre des codes et aussi à plaire au lecteur et à faire que le lecteur s'en souvienne. Carrément. Je pense sincèrement que quand on est auteur, il faut être prêt à ce que son manuscrit soit retouché. À moins d'être un Proust en puissance, et donc effectivement, là, il n'y a pas grand-chose à retoucher. Mais la plupart du temps, les éditeurs vont aiguiller l'auteur dans l'amélioration de son écrit. Tu parlais justement de la Madeleine et de la biscotte de Proust. Save Paul, à la base, ne s'appelait pas comme ça, et c'est mon éditeur qui a eu l'idée de l'appeler Save Paul. Les Save Paul, c'est le nom que j'avais donné à ces cités surprotégées qu'on retrouvera dans 30 ans. D'ailleurs, on abordera peut-être le point, mais ces cités, désormais, voient le jour un peu partout, elles poussent comme des champignons. Exactement. Mais c'est vrai que le nom Save Paul, je l'avais donné à ces cités dans le bouquin, mais c'était pas du tout le titre. Mon éditeur qui m'a dit, non, mais le nom du bouquin, c'est lui, c'est carrément mieux. Je lui ai dit, allez, banco, partons là-dessus, quoi. D'ailleurs, c'est Save Paul, ça fait un peu penser. Alors, je sais pas s'il y a une inspiration ou pas, mais Ruffin et Globalia, je crois qu'il y avait aussi quelque chose qui ressemblait un petit peu dans l'état d'esprit. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Carrément. J'adore Globalia. Alors, quand j'ai écrit Save Paul, j'avais pas encore lu Globalia, mais c'est vrai que dans Globalia, on retrouve aussi cette histoire de ville cocon sous cloche. Mais il est super, il est excellent à lire pour tout le monde. Il est toujours d'actualité. Oui, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça que je trouve génial dans le roman d'anticipation. On y reviendra, mais c'est ce fait que tu l'as écrit à un moment et puis malgré tout, ça reste d'actualité. Et puis ça nous accompagne dans notre futur et on se dit mince, mais il avait quand même raison finalement. Il avait quand même vu un certain nombre de choses. Du coup, on reviendra sur le comment t'as vu ces choses-là, mais ça, on reviendra un peu après. Du coup, moi, ce que je voulais savoir après, c'est t'as un manuscrit, t'en as fait un roman, mais cela étant, pour la partie publication, j'imagine que t'as pas de couverture, j'imagine qu'il faut faire une mise en page, j'imagine qu'il faut faire une relecture. Tout ça, c'est ton éditeur qui le fait, c'est en accord avec toi, ça se passe comment? Enfin, comment ça fonctionne ce moment-là? Tout à fait. Quand on trouve un éditeur traditionnel, donc c'est ce qu'on appelle un éditeur à compte d'éditeur, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc il va corriger les fautes d'orthographe, mettre en page le texte, créer les couvertures. Alors cette couverture, effectivement, on peut en discuter avec lui. Bon, pour Save Paul, typiquement, la première version de la couverture qu'il m'avait montrée, je l'avais adorée. La planète Terre en flammes, en fait, sur le fond d'espace, et je la trouvais super parce qu'elle décrivait tout à fait ce qu'il y a dans le bouquin. Mais c'est vrai que toutes ces tâches dont tu parlais sont accomplies par l'éditeur. D'accord, et en partenariat avec Tout toi. à fait. L'auteur a son mot à dire. Je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les maisons d'édition, mais avec les petits éditeurs, ça se passe comme ça. Ouais. Du coup, ça y est, le roman est prêt, il y a la couverture, on a tout ce qui va bien, un ISBN, d'ailleurs on reviendra là-dessus, on a tout ce qui va bien, et puis ça y est, il y a le premier roman qui arrive. Comment tu le vis? Je veux dire, tu l'as en main, qu'est-ce qui se passe? Là, on est excité, on veut savoir. C'est un moment assez phénoménal parce que moi, typiquement, entre le moment où j'ai écrit Save Paul en 2009 et sa sortie 2015, il s'est quand même passé 6 ans. Je me souviens que le carton est arrivé à l'accueil, au bureau. Je me suis dit non, je veux pas l'ouvrir ici. Donc je suis allé dans ma voiture avec le carton. J'ai ouvert le carton et là je crois que j'ai pleuré parce que c'est vrai que c'était l'aboutissement. Ça voulait dire beaucoup. Après vient le moment des premiers retours des lecteurs. Et ça c'est super angoissant. Comment tu prends les critiques? Parce que déjà prendre des critiques positivement, c'est pas toujours facile non plus. Parce que moi, c'est pas quelque chose que je sais faire facilement, tu vois. Mais du coup, comment tu fais pour prendre les critiques négatives? Tu vois, j'ai l'habitude, j'anime de temps en temps des formations sur la prise de parole en public et j'explique aux gens, aux participants, je leur explique qu'il faut savoir se détacher, qu'il faut savoir se détacher du rôle qu'ils incarnent et de la position qu'ils incarnent, et que quand ils ont une critique, c'est pas eux qui sont visés, mais c'est le rôle qu'ils incarnent. Donc un vendeur ou un serveur, c'est pas lui qui est visé, mais c'est bien sa fonction. Cela étant, quand tu es auteur, tu as mis une partie de toi. Pour parler vulgairement, tu les as posés sur la table. C'est toi qui es jugé, c'est pas juste ta fonction. Donc du coup, comment tu fais, comment tu réagis, quoi? Oui, je comprends ta question. Comment on fait pour ne pas prendre ça pour soi, pour une attaque personnelle? C'est vrai que c'est pas évident. C'est une vraie question.
Alors, SafePol, c'est vrai que j'ai eu de très bons retours assez vite, mais effectivement, il y avait un point négatif. C'est-à-dire que j'avais pressé mon éditeur comme un citron pour sortir le bouquin à une certaine date. Et donc, on a été tellement vite qu'il est resté pas mal de coquilles dans la première version du livre. Tous les bouquins comportent des coquilles, donc ça arrive même aux meilleurs. C'est normal, sur des bouquins de 500 pages, il peut rester une coquille, on l'accepte. Mais là, il est resté une vingtaine. Et c'est vrai que là, quand tu as des gens qui arrivent, en première chose qu'ils disent « Ah, mais ton bouquin, il est trop fait de fautes !» Là, franchement, ça fait mal. Là, ça fait mal parce que tu te dis 6 ans de travail, les personnes viennent légitimement te faire la leçon en disant « Mais c'est quand même pas si compliqué de corriger toutes les fautes. » Bon, ces personnes n'ont jamais écrit de bouquin, elles n'en ont jamais corrigé, on est bien d'accord. Et c'est pour ton bien qu'elles te le disent aussi, parce qu'elles veulent que tu les corriges, ces fautes. Ça fait mal, mais en même temps, ça sert aussi à rebondir. Et là, directement, moi, j'ai dit à mon éditeur, bon, il faut qu'on revienne dessus. Donc, assez vite, 2-3 mois après, on a ressorti une réédition du livre. Donc, on s'est adapté dans l'urgence, mais c'est vrai que ces premiers retours, du coup, m'ont secoué. Je me suis dit, plus jamais ça, quoi. Ouais, et puis depuis, quand on regarde un peu les commentaires, pour avoir lu un peu à droite à gauche, ils sont quand même plus que dithyrambiques. Donc, on voit qu'on est passé à autre chose. Du coup, tu parlais tout à l'heure et tu nous disais que tu es revenu d'Australie notamment pour être proche de ta famille, ou en tout cas pas trop loin. Et comment est-ce que ta famille réagit à ça? Comment ta famille, tes proches réagissent à ce premier livre? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ah, c'est marrant, tiens, je me souviens plus quand je leur ai annoncé, je me souviens plus de ce jour-là. Mais ce qui est sûr, c'est que chez eux, il y avait une très grande fierté. Ils étaient certainement plus fiers de moi que je ne le suis de moi-même, quoi. Pour moi, ça allait finalement dans une suite logique d'événements. Donc, ça allait dans l'ordre logique des choses. Mais c'est vrai qu'ils étaient très fiers. J'avais été assez ému de leur réaction. Ouais. C'était bien aussi pour moi d'expliquer quelle était ma démarche de vie à partir de ce moment-là. Ça devenait un gros secret à tenir. Bon, je les avais prévenus quand même quelques mois avant la sortie, parce que ça te prend beaucoup de temps. Ça te prend beaucoup de temps. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu te sens écrivain? Tu dis ça y est, je suis écrivain, je suis auteur, je suis romancier? Ou est-ce que tu te dis non, non, ça y est, c'est le début des emmerdes? Enfin, à ce moment-là, t'as l'impression d'avoir passé un stade, ou tu penses que c'est juste le début de quelque chose? Je pense que c'est le début de quelque chose. Sur 5 personnes, tu en as un ou deux qui va te dire « Ah, j'adore écrire ». Alors ça, c'est super. Beaucoup de personnes commencent à écrire. Le plus dur, c'est d'aller au bout des démarches, terminer son bouquin, et de publier, c'est encore un level au-dessus. Et c'est vrai que finalement, c'était autant un accomplissement qu'un début. Parce que j'aurais pu me dire, c'est un accomplissement, j'arrête là. Mais finalement, c'est le début d'une autre histoire. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'on se sent auteur ou écrivain? Ça va être propre à chacun. Ça dépend de la définition qu'on y met. Mais à partir du moment où tu publies, où tu écris, tu es écrivain, même si tu n'as pas publié. Moi, je ne me considérais pas trop écrivain avant ça. Et à partir de la sortie de SafePol, je me suis dit, bon, il y a une part de moi qui est écrivain. Même si dans ma tête, je me dis toujours qu'un vrai écrivain, un vrai auteur, c'est celui qui vit de sa plume. Mais bon, là, ça a matière à débat. En 2017, tu vas publier Australian Touch, donc j'imagine que tu commences à écrire un peu avant, en 2016, 2015, enfin tout de suite après la sortie de SafePol. Tu commences quand? Ah non, non, alors ça aurait été dans un monde merveilleux. SafePol, qui a été écrit en Australie encore en 2009. Quand je suis rentré, j'avais encore du travail sur SafePol, de réécriture, de correction, etc. Mais en parallèle, j'ai commencé Australian Touch. Donc Australian Touch, c'est un récit qui s'inspire de mon voyage en Australie. Je l'ai commencé en 2010. Donc en fait, SafePol et Australian Touch ont été écrits à peu près en parallèle. Et finalement, SafePol est paru avant parce qu'il a été commencé avant. Mais les deux, j'ai mis 6 ans pour les écrire. Pourquoi avoir choisi le style du roman de voyage? Parce que à cette époque-là, alors, même si on est en 2015, même si tu le commences avant, mais le récit de voyage pur, c'est-à-dire vraiment où je décris mon voyage, a déjà le vent en poupe. Aujourd'hui, un auteur comme Sylvain Tesson fait partie quand même des auteurs les plus lus en France. Alors, peu de choses près, je pense que c'est l'auteur francophone le plus lu en France. Et toi, tu décides de romancer cette histoire et pas de la raconter pour de vrai. C'est-à-dire que tu décides de prendre des libertés avec l'histoire. Pourquoi est-ce que tu fais ce choix? Déjà, il faut savoir que je commence Australian Touch plus comme psychothérapie que pour écrire un bouquin. Quand on part comme ça à l'étranger et quand on revient, parce que c'est une année, c'est vraiment une parenthèse. C'est une parenthèse un peu enchantée, surtout à ces âges-là où l'insouciance nous porte. Et c'est vrai que quand tu rentres d'un voyage comme ça, il y a quand même une phase de déprime dont on parle jamais. Le retour sur Terre, il est assez brusque. Et j'ai commencé à écrire ce roman de voyage en guise de thérapie. Et ensuite, j'avais lu un bouquin qui s'appelle A Year in the Merde. Alors ça, c'est en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle en français. C'est Stephen Clark qui écrit ça.
Et donc, c'est l'histoire d'un Anglais qui vient en France pour son boulot. Et donc, il en fait comme ça un récit humoristique. Et moi, je l'ai lu en anglais, mais même en anglais, je l'ai trouvé vraiment génial. Et je me suis dit, tiens, ça serait super de pouvoir romancer mon vécu de la même manière. Et c'est comme ça que je l'ai écrit. C'est un roman, c'est pas un récit pur de vie. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de ce que j'ai vécu. Je vais le romancer aussi parce que sinon, par rapport au code justement d'écriture, ce serait pas forcément le plus pertinent. Et c'est parti comme ça. Voilà. Donc là, pour le coup, ce bouquin-là, il a été inspiré par Stephen Clark, qui a fait justement tout un tas de bouquins que je conseille aussi, hein, dans un genre complètement différent, sur ses pérégrinations en France et qui sont assez hilarantes. Du coup, le plus important, finalement, c'est le bon moment que tu vas faire passer à ton lecteur. Ouais, clairement, clairement. C'est carrément ça. Et puis pour Australian Touch, alors au début, je l'écris en guise de psychothérapie, puis très vite, j'ai compris que je pourrais en faire un roman et le publier. Et là, je me suis dit, bon, ce bouquin-là, il doit servir plusieurs objectifs. Le premier, évidemment, ça serait de divertir le lecteur, mais je voulais aussi que ce bouquin serve de guide à tous ceux qui veulent partir à l'étranger ou franchir le pas, ou, une sorte de guide initiatique pour que d'autres personnes réalisent leurs rêves, partent à l'étranger s'ils le veulent, et finalement que ça soit aussi carrément un guide de voyage qui sorte des sentiers battus et qui les emmène vers d'autres sentiers que ceux qu'on peut voir dans l'Enemy Planet ou le guide du routard. Est-ce que pendant ton voyage en Australie, tu tenais un carnet de voyage? Parce que comme tu disais que tu avais quand même une sensibilité artistique, est-ce que tu as ce genre de carnet, tu sais, où on met un crowbar d'un côté, on met quelques annotations Ouais, j'en avais un, effectivement. Alors à la base, c'était essentiellement, c'était plutôt pour tenir mes comptes, et puis très vite, je me suis dit, non, mais je vais pas seulement indiquer j'ai dépensé tant et pris tant d'argent chaque jour, non. Et je tenais un guide comme ça, un journal de bord. Alors il y avait certains jours où c'était très concis, hein, et d'autres où il y avait 3 pages de description de ce que j'avais vécu, selon les lieux que j'avais visités, selon les rencontres que j'avais faites, selon l'inspiration aussi. est-ce qu'il va être publié? Non, jamais, parce que déjà, il est illisible. Il n'y a que moi pour le comprendre parce que j'écris comme un médecin. Je suis désolé. Ce carnet de bord-là, j'étais dans l'Ouest australien, dans le désert. Et donc, à l'époque, j'étais avec ma compagne. Et donc, j'avais ce carnet de bord avec moi et je l'ai rédigé pendant qu'on avait nos 7 heures de bus, hein. C'est très courant, hein, là-bas, hein. Les distances sont tellement grandes. Et donc, je le rédige, etc. On sort du bus. Et là, très vite, je me rends compte que je n'ai plus mon carnet de bord. Donc là, il faut savoir que ça fait déjà 9 mois que je suis en Australie. Et donc, j'ai 9 mois de ce carnet de perdu, quoi. Donc, ça me refait un peu le syndrome de l'ordinateur qui était passé à l'as pendant mes études où je perds mon bouquin. Et là, je perds tout ce qui doit me rester, en fait, de mon voyage, quoi. Alors là, c'est la catastrophe. Et franchement, un miracle se produit 2 semaines après. Je reçois un coup de fil. Et là, une voix me dit, Monsieur Ferraud, on a quelque chose qui vous appartient. Je fais, ah bon, on a un carnet. Et là, je fais, mais comment vous savez que c'était à moi? Et je crois que c'est parce qu'il y avait un ticket de bus qui était dedans avec mon nom et mon prénom. Je suis allé le récupérer. J'étais le plus heureux des hommes ce jour-là. Comme quoi, ça tient à pas Ça grand-chose. tient pas grand-chose. Parce que sans lui, il n'y a pas d'Australian Touch. Parce que franchement, les souvenirs, c'est filoche. Et c'est vrai que dans Australian Touch, il y a quand même des choses qui sont très documentées et tous mes souvenirs étaient là-dedans. Donc ça tient à rien. C'est juste génial. Ton éditeur, les éditions Choom, comment ils réagissent quand tu leur dis bon, ok, d'accord, avant je faisais de l'anticipation, allez, on change, là je pars sur du récit de voyage, c'est tout à fait la même chose, vous allez voir, vous allez adorer. Écoute, je pense que le plus inquiet dans cette histoire, c'était moi et c'était pas lui. Parce que la première question que je lui ai posée, c'était écoute, Gilles, qui est lui aussi auteur et ses écrits sont super. Je lui ai fait, mais tu penses pas qu'au niveau de la cohérence, voilà, un bouquin dystopique d'anticipation, puis un récit de voyage, mais il me fait non, c'est toi, c'est toi, tu as le droit de publier ce que tu veux, et justement, t'enfermer dans un style, c'est finalement peut-être ça le plus ennuyeux. Après, c'est un autre débat, c'est aujourd'hui des auteurs de best-sellers qui sont cantonnés dans leur propre style. Est-ce qu'ils, d'accord, ils génèrent des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, mais est-ce qu'ils sont pour autant heureux de se cantonner au même genre? Je suis pas certain, et c'est pour ça qu'il y en a qui ensuite écrivent sous d'autres pseudonymes. J.K. Rowling pour le coup et Stephen King qui ont fait tous les deux l'expérience, effectivement, ouais. Carrément, c'est parce qu'ils veulent sortir de ça. Et donc, du coup, je fais confiance à mon éditeur. Je me suis dit, bon, allez, il n'y a pas de cohérence entre les deux, mais on sort. Et là, pour le coup, lui, il était évidemment content de repartir sur un deuxième projet avec moi. Il me faisait carrément confiance sur et le sujet et le contenu. Donc, on est repartis tous les deux dans cette aventure d'édition. Et alors après,
Si on continue un petit peu la chronologie, là tu vas te lancer dans une saga d'anticipation. Tu reviens à tes premiers amours et l'ivresse des enfers va naître. Mais là tu décides de quitter les éditions Chum. Alors, juste avant qu'on parle de ça, c'est bien ça, hein, je me trompe Oui, pas. ouais, ouais, tout à fait. Et juste avant qu'on parle de ça, j'aimerais juste qu'on essaye de clarifier ensemble un tout petit peu le monde de l'édition. Parce que je suis pas certain que ça soit clair pour tout le monde. Alors, ce que je te propose, Ouais. quand on veut découvrir un nouvel univers, je pense qu'il faut en apprendre le vocabulaire. Alors cette idée vient pas de moi, hein. Elle vient d'une ancienne professeure de droit qui me disait de toute façon vous êtes mauvais en droit, vous ne vous en sortirez pas. Alors apprenez au moins les 10 termes les plus importants, comprenez-les, surtout ne parlez pas trop et avec un peu de chance, ça va faire l'affaire. Elle avait le sens de la formule, hein. Elle avait le sens de la formule, j'ai retenu le principe et je trouve que ce précepte est excellent. Du coup, je me suis permis de choisir quelques mots pour qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux le monde de l'édition. Ça va être simple, t'inquiète pas. La première chose, alors là c'est tout de suite du piège, tu vois. Quelle est la différence entre un auteur, un écrivain et un romancier? Alors, écoute, je suis pas le petit Larousse. J'ai mon idée sur la question. Donc, je vais te dire ce que moi j'en pense, mais peut-être que d'autres personnes penseront différemment. Ce que je te propose, c'est que moi je vais te proposer une définition et tu me dis si j'ai rien compris ou si je suis dans le vrai. Ça marche? Pour moi, un auteur, ou en tout cas ce que j'en ai lu, un auteur c'est quelqu'un qui écrit quelque chose. Mais quelqu'un qui créerait un mode d'emploi serait aussi un auteur. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrirait, donc c'est forcément un auteur, mais qui écrirait quelque chose de littéraire. Bon, mais ça peut être du roman, ça peut être du récit, ça peut être d'autres choses. Et un romancier, donc ça serait quelqu'un qui écrirait du roman. Et donc, si j'ai bien compris, le romancier est forcément un écrivain, l'écrivain est forcément un auteur, mais ça marche pas forcément dans le sens inverse. Est-ce que j'ai juste? Non, non, oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on peut être auteur d'un guide ou on peut être auteur d'une recette de cuisine, on peut être auteur des pages d'un site internet, on peut être l'auteur de tout ça. Et c'est vrai que l'écrivain, là, il y a déjà une démarche qui est autre. Et c'est vrai que le romancier, lui, doit se cantonner à sortir son roman. On est d'accord que le romancier ne va pas écrire un livre pratique ou c'est là que le livre pratique ou de développement personnel, ça sera un écrivain. Enfin, c'est comme ça que je le sens, hein. Et par contre, le romancier, lui, ça va être dans un genre, hein, amour, fantastique, fantasy. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront une autre définition, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, finalement, je ne cherche pas grand-chose, hein. Tu aurais pu répondre toi-même à cette question. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon assez simple, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur concrètement? Alors, les droits d'auteur, c'est ce qu'un auteur va percevoir sur les ventes de ses livres. Quand on vend des livres, une part revient à l'auteur. Donc cette part va être déterminée dans le contrat qui lie l'auteur à l'éditeur. Chez ces éditeurs-là, en général, l'auteur va toucher entre 5 et 6% de dividendes sur les ventes. Ce chiffre grimpe mécaniquement chez les plus petits éditeurs parce qu'ils ne peuvent pas garantir le même volume de vente. Donc là, du coup, on est plus chez les petits éditeurs entre 8 et 12% de dividendes. Et ces droits d'auteur, lui, seront reversés. Donc ça peut être tous les trimestres ou tous les semestres. Ça dépend de ce qui est indiqué sur le contrat. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'ISBN? Alors, l'ISBN, c'est un numéro, c'est une norme internationale, en fait, c'est un numéro qui va permettre d'identifier un livre. C'est son code barre, si tu veux. Donc, chaque livre doit posséder un ISBN, mais aussi chaque version du livre. C'est-à-dire que si tu as une version papier, cette version doit posséder un numéro ISBN. Si tu as une version numérique, elle doit également posséder un numéro ISBN. Pareil pour la version audio. L'ISBN, il est obligatoire à partir du moment où tu commercialises ton livre à destination d'un public autre que ton entourage. C'est-à-dire qu'un écrivain peut écrire, ou un romancier peut écrire son roman d'aventure seulement pour lui et pour l'offrir à ses proches. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin du numéro ISBN. À partir du moment où tu vas publier ton livre avec un éditeur ou même si tu vas l'auto-éditer, pour le commercialiser au plus grand nombre, là, tu dois avoir impérativement un numéro ISBN. Qu'est-ce que c'est que le dépôt légal à la BNF? BNF, je suppose, Bibliothèque nationale de France. Oui, tout à fait. Le dépôt légal, c'est à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Là, ça concerne la version papier d'un livre. Quand on publie un livre papier, il faut impérativement le déposer à la Bibliothèque nationale de France. Là, c'est pareil, c'est l'éditeur qui prend ça en charge. Il a un formulaire à remplir sur un site internet et ensuite il doit envoyer un exemplaire du livre. Pour les personnes qui s'auto-éditent, alors si vous l'auto-éditez autour de vous dans votre entourage, c'est pareil, il n'y a pas besoin. Mais si vous l'auto-éditez et le commercialisez sur Amazon et compagnie, là, il faudra impérativement aussi envoyer un exemplaire. Je pense que beaucoup ne le font pas à tort.
Si vous commencez à vendre beaucoup d'exemplaires de votre livre, la BNF peut venir toquer à votre porte. La différence entre un distributeur et un diffuseur. Alors ça, c'est une différence importante. Quand on est édité par une maison d'édition traditionnelle, cette maison d'édition, en général, assure et la distribution et la diffusion, ce qui n'est pas le cas en auto-édition. On y reviendra certainement tout à l'heure. Donc la distribution, c'est la capacité d'un éditeur à rendre votre livre accessible dans toutes les librairies, physiques et en ligne. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, votre livre pourra être commandé aussi bien dans la librairie de quartier que sur une plateforme de vente en ligne. Donc, c'est assurer la présence d'un livre en librairie, assurer derrière l'impression et l'expédition, évidemment. La diffusion, c'est vraiment autre chose. La diffusion, c'est avoir une force de vente commerciale qui va aller voir les libraires et leur dire, écoute, mon dernier livre, c'est de la bombe, tu dois absolument le mettre en rayon. Et donc, cette notion de distribution et de diffusion, elle est importante parce que actuellement en France, les gros éditeurs, évidemment, ont ce pouvoir de diffusion. Les moyens éditeurs également, c'est plus restreint, mais les petits éditeurs souvent l'ont pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller voir toutes les librairies en France pour dire mes écrits, c'est super. Donc, généralement, dans la zone de chalandise de l'éditeur, enfin, sa zone d'implantation, pardon, souvent, il va connaître les libraires du coin, donc il va avoir monté un partenariat avec eux. La diffusion, soyons clairs, aujourd'hui, il n'y a que les gros éditeurs qui peuvent vous dire votre livre sera en rayon partout. Ouais, donc c'est quand même un enjeu important. Du coup, je voudrais revenir sur la promotion du livre et alors la diffusion en fait partie. La promotion du livre et les techniques de promotion du livre. Qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce que ça recouvre exactement? Alors là aussi, ça va dépendre de l'éditeur chez qui on se trouve. Un livre ne se vend pas tout seul, un auteur ne se fait pas connaître tout seul. Ça ne se fait pas comme par magie. C'est vrai que souvent, les auteurs pensent que de la qualité de leur livre vont dépendre les ventes. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que là, il faut communiquer. Donc les gros éditeurs, c'est simple. Tu as des affichages dans le métro, sur les magazines, tu as des relations presse énormes dans les émissions de télévision, dans la presse. Donc il y a une couverture exceptionnelle parce qu'ils ont des budgets exceptionnels. La vérité est tout autre pour la majeure partie des auteurs, c'est-à-dire qu'ils seront chez les petits éditeurs, qui ont moins de moyens. Donc là, souvent, la promotion d'un livre se cantonnera à des salons littéraires, ce qui est déjà super, à des séances de dédicaces. Là aussi, c'est super, parce que ça nous permet de nous retrouver devant un public. Ensuite, pour ceux qui ont un peu plus de moyens et qui sont qui ont un peu plus de sensibilité avec le digital, les éditeurs vont pouvoir faire connaître leurs auteurs à travers des campagnes de publicité, sur les réseaux sociaux notamment. Le traitement en termes de promotion de livres n'est pas du tout le même d'un éditeur à un autre. Oui, clairement, clairement. Du coup, tu nous as parlé d'éditeurs et d'auto-édition. C'est quoi la différence? Actuellement en France, un auteur sur 5000 trouve un éditeur traditionnel. Donc un Albin Michel, Gallimard et compagnie, et même les petits éditeurs. 1 sur 5000. C'est peu. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On estime aujourd'hui qu'il y a 2,5 millions de manuscrits, donc de livres potentiels qui dorment dans des tiroirs. Donc c'est 2,5 millions d'auteurs qui ont un livre dans leur tiroir et qui aimeraient le publier. Donc sachant qu'il n'y a qu'un auteur sur 5000 qui est pris, je te laisse imaginer le ratio. Donc il y a très peu d'élus finalement chaque année. Donc du coup, les auteurs de plus en plus ont recours à l'auto-édition. Donc l'auto-édition, c'est plutôt que de confier ton livre à un éditeur pour qu'il le publie, c'est tu fais tout toi-même. Assurer ta direction d'ouvrage, donc les corrections, la mise en page, la création des couvertures. Tu vas assurer toi-même la publication du livre, c'est-à-dire la distribution et la diffusion. Et tu vas assurer toi-même ta promotion. Donc là, en gros, il faut être un homme orchestre et il faut toucher à tout, quoi. Il y en a qui arrivent, hein. C'est dur, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et ça peut coûter aussi assez cher. C'est top parce que ça fait vraiment la transition. Pour reprendre la chronologie où on en était, toi, tu étais chez un éditeur. Tu décides de publier ta saga en auto-édition, c'est ça? Mais alors pourquoi? Mais pourquoi? Ma saga, même si le premier chapitre de l'Ivresse des Enfers est paru donc fin 2019, mais il faut savoir qu'elle a été commencée, pareil, j'ai commencé à l'écrire en 2012. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai que moi, d'un point de vue professionnel, au bout d'un moment, donc on en a parlé tout à l'heure, j'étais dans le marketing, la communication, donc à côté j'avais mon travail d'écrivain, et je me suis dit comment je pourrais allier toutes ces activités et n'en faire qu'une, plutôt que d'avoir cette vie, on va dire, où je me sentais toujours découpé en deux, le cul entre deux chaises, hein, tu m'excuseras l'expression. J'ai beaucoup échangé avec mon éditeur et c'est lui qui m'a fait prendre conscience du fait qu'il y avait très peu d'auteurs qui étaient publiés et qu'il y avait une grosse demande en matière d'auto-édition notamment. Et je me suis dit, mais oui, c'est peut-être ça la clé. Je vais mettre à profit mes compétences en marketing et en communication pour créer ma propre structure en auto-édition. Et ce que je voulais, c'était accompagner
des auteurs dans l'auto-édition, parce que finalement, c'est très dur. Va aujourd'hui sur Amazon, ce qui est entièrement gratuit, c'est super, hein, mais il faut être ingénieur informatique pour l'utiliser. Leur interface, elle est assez difficile d'accès. Je ne vois pas, par exemple, mes parents utiliser cette interface pour auto-éditer leurs livres, c'est bien trop compliqué. Sauf que l'auto-édition, elle doit s'adresser à tout le monde. Et donc, moi, mon idée, c'était créer une structure qui accompagne les gens, où déjà tu as un humain en face de toi, pour publier leurs livres. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mon nouveau bouquin, il doit servir de vitrine pour cette maison d'auto-édition. Et je me suis dit, ça me servira aussi à tester un peu mes partenariats, parce que je suis notamment partenaire d'Hachette Livre, du groupe Hachette pour la distribution des bouquins. Et je me suis dit, je vais pouvoir en fait tester tous mes partenaires, les graphistes, ceux qui mettent en page, ceux qui corrigent, etc., ceux qui distribuent les livres, et pour mes propres bouquins. Comme ça, je pouvais essuyer mes plâtres avec mes bouquins, plutôt qu'avec quelqu'un qui m'aurait confié son livre. Et finalement, tout s'est bien passé dès le premier bouquin, parce que donc L'ivresse des enfers a été le premier livre publié par YouStory, donc le premier bouquin dans le catalogue de YouStory. Là aussi, ça a été un nouveau départ. Mais alors du coup, là concrètement, avec YouStory, c'est-à-dire que moi je suis auteur, comment ça fonctionne? J'ai monté en partenariat avec des personnes qui m'ont aidé bénévolement. J'ai monté donc un site internet, les gens généralement me trouvent via ce site internet. Donc, certains me trouvent aussi sur Instagram. Et donc, ils vont simplement sur le site, ils peuvent commencer leur projet de publication. Donc, ils vont noter leurs informations concernant le livre. Ils peuvent ensuite créer leur couverture directement en ligne, importer ensuite leur texte, et puis ils vont choisir, je ne sais pas, le prix de leur livre avant de souscrire à une prestation qui va être plus ou moins élevée selon les services dont ils vont avoir besoin. C'est sûr qu'un auteur qui a tout fait lui-même et qui veut juste publier son e-book, ça coûte quasiment rien. Voilà. Mais donc, en gros, ça passe comme ça. Les auteurs, moi, souvent me contactent. Souvent, ça part d'un contact sur Instagram ou via mon site internet. On commence à échanger, à voir un peu quels sont leurs besoins. Et puis ensuite, ils me passent une commande et c'est parti. Par rapport à ta situation d'avant avec les éditions Tchoum, tu gagnes mieux ta vie avec cette activité ou c'était plus simple d'avoir deux métiers Alors, ça, c'est une question épineuse. Je vais pas te mentir. Effectivement, aujourd'hui, je ne vis pas de cette activité. C'est vrai que quand j'avais un travail plus mon activité d'écrivain à côté, c'était quand même plutôt confortable. Mais maintenant, surtout que YouStory, j'en suis à mes premières années d'activité. Ça fait 1 an tout juste là, que j'ai officiellement lancé mes activités. Donc, pour l'instant, j'en vis pas encore. Mais c'est vrai que l'idée, c'est à terme d'en vivre parce que je sais que le besoin, il est là. Je vois que mes auteurs sont contents. On mène des projets qui sont super. Et surtout, il faut se rendre compte que l'auto-édition, tu as souvent des pépites. Moi, l'autre jour, j'ai eu le plaisir de savoir qu'un de mes auteurs avait été repéré par une belle maison d'édition après avoir autopublié son livre chez moi. Donc, sur le coup, il m'appelle comme ça en me disant un peu bateau, ça te dérange pas, j'ai trouvé un éditeur. Mais non, c'est super, parce que justement, c'est un peu l'aboutissement pour les gens qui publient leurs livres chez moi de trouver un éditeur derrière, quoi. Ouais, du coup, tu t'es retrouvé un autre motif, aider les autres et faire grandir les autres. C'est génial. C'est pas simplement se faire grandir, c'est faire partager son expérience. Absolument génial. Comment tu finances ça ou comment tu vas financer ça? Est-ce que tu passes par des cagnottes? Est-ce que tu vas passer par, je sais pas moi, une levée de fonds? Est-ce que tu vas passer par les banques? Comment est-ce que tu vas financer cette activité pour qu'elle prenne encore plus d'ampleur et atteigne une taille critique? Alors, effectivement, non, tu as raison, le financement de cette société va forcément passer par une levée de fonds, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai financé l'entreprise avec des fonds personnels ou des prêts que j'ai réussi à obtenir. Mais c'est vrai que la deuxième étape, ça va être d'aller chercher des investisseurs qui croient dans ce projet et qui vont se dire, mais c'est vrai que c'est une super idée. Alors, je ne suis pas le seul sur le marché, hein. Il y en a déjà qui font leur boulot et qui le font très bien. Et ces entités, justement, ont trouvé des apports financiers pour pouvoir survivre. Parce que c'est vrai que c'est une start-up, hein, YouStory. Et donc, en gros, elle sera rentable d'ici 2024-2025, pas avant. Donc, c'est vrai qu'avant, pour soutenir la production et soutenir les projets de mes auteurs, je vais avoir besoin de lever des fonds et donc de trouver des investisseurs. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, on a parlé de promotion, on a parlé de diffusion, donc effectivement, tu as des contacts chez Hachette. Pour la promotion des livres ou des auteurs, comment tu fais? C'est parce que tu viens du milieu de la communication, tu sais faire des relations presse, enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir aider encore mieux les auteurs? Au vu de mon expérience, je peux conseiller moi-même mes auteurs parce que j'en ai pas encore énormément. Actuellement, j'ai une trentaine d'auteurs, donc c'est encore gérable. Mais c'est sûr que dans 1, 2 ou 3 ans, si j'ai 1000 auteurs, ce sera plus gérable. Donc je commence petit à petit à m'appuyer sur un réseau de freelance et de prestataires ou d'agences de communication qui sont tous spécialisés dans un domaine d'activité, donc relations presse, création de sites web et tous les supports qu'on peut imaginer, des supports imprimés pour créer ses cartes de visite, ses marque-pages, etc. Ou même pour gérer ses réseaux sociaux. C'est vrai qu'à terme, je vais uniquement passer par des personnes spécialisées. Donc, qui peuvent être des personnes extérieures à YouStory, ou j'espère plus tard pouvoir
recruter des collaborateurs qui seront eux-mêmes experts dans ces domaines. L'idée, c'est effectivement d'apporter une analyse fine, vraiment une valeur ajoutée à nos auteurs. Donc pour l'instant, je fais un peu le fondateur de YouStory qui touche à tout, mais à terme, il faut que ce soit des personnes encore plus spécialisées. Ouais, c'est le développement normal de toute start-up, hein. Le CEO qui commence par sortir les poubelles et puis qui après devient CEO, grandit. Mais c'est génial et on te souhaite que ça réussisse. Pour en revenir un peu à l'écriture en elle-même, j'ai vu en 2020, tu as réédité SafePaul, du coup, et cette fois-ci, tu le réédites toi-même, hein. C'est là où on disait que la couverture avait changé notamment. J'ai eu l'impression que tu as profité de cette réédition pour glisser des petits changements. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai vu un truc avec la Covid-19. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait que. Je sais qu'il y a Alors, des. donc je remarque que tu as eu le temps de le lire, déjà. Ah oui, de le lire et de le relire surtout, et de voir la différence entre les deux. Tu as raison, parce que globalement, j'ai gardé l'histoire telle qu'elle était. J'ai corrigé 2-3 passages, et c'est vrai que j'ai pu rajouter certaines notions qui apparaissaient déjà plus ou moins, mais le terme Covid-19, ou je ne sais plus combien, il apparaissait pas, c'était un autre terme qui apparaissait. Mais je me suis dit, allez, pour coller un peu plus à l'actualité, on va intégrer ça. Bien vu. Donc, tu vois, je fais attention. Du coup, ça veut dire que tu penses qu'il ne faut pas hésiter à retoucher une œuvre si elle le mérite. Je sais qu'il y a des auteurs comme Maupassant, par exemple, qui ont retouché le Horla, il l'a retouché, je ne sais pas, 3-4 fois, il y a eu un paquet de versions. Et il y en a d'autres qui s'y refusent complètement, qui disent que non, il faut jamais changer. Si c'est une œuvre de jeunesse, c'est comme ça, il faut la laisser. Toi, tu penses qu'on peut se permettre quelques petites libertés quand même? Moi, je comprends ceux qui ne retouchent pas leur œuvre. Et puis, si aujourd'hui Barjavel voulait retoucher ses œuvres, évidemment qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais en même temps, le charme de ce livre-là, c'est toutes ces idées qu'il avait à l'époque. Donc moi, je comprends tout à fait ceux qui ne le retouchent pas. Très clairement, moi, si dans 20 ans, on me dit, tiens, tu veux retoucher SafePaul parce qu'il y a eu ces apports technologiques-là, je dirais non. Là, c'est juste parce qu'effectivement, la période passée était assez courte, donc j'ai pu rajouter ces petits clins d'œil à l'actualité. Mais dans 20 ans, non, je ne le referai pas. C'est pareil, cette œuvre restera ancrée dans son époque. Il y a déjà des choses technologiques de SafePaul qui sont dépassées actuellement. Alors que SafePaul, j'imaginais l'action en 2030 environ, et finalement, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont concrétisées là. Donc, si je devais le retoucher de fond en comble, j'aurais vraiment du boulot, quoi. Oui, et puis je crois que quelque part, c'est aussi un plaisir pour le lecteur. Enfin, moi, je me place en tant que lecteur. C'est un plaisir de voir évoluer les choses, de voir les idées évoluer, de voir les styles évoluer. C'est ce que je te disais, au début. Moi, j'ai vraiment noté la différence, mais même entre dans l'ivresse des enfers, entre les élus et les résistants. Je trouve que le style s'est déjà affiné. Je trouve que les descriptions sont plus fines, plus précises, et pour autant, il y a un rythme, mais qui est complètement différent. Qui est plus engagé, qui est plus percutant. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir voir cette évolution et de voir ton style qui évolue. Ça me fait un peu penser au BD. Tu sais, quand tu vois les premiers Astérix, où tu vois encore ce trait, mais complètement grossier, tu sais. Et puis là, tu vois un trait qui n'a plus rien à voir. Mais c'est génial parce que ça a un charme. Ça se charme de la vérité des débuts. Et moi, je trouve que c'est sympa de laisser ça, en fait. Bah, tu sais, je crois qu'il y a une explication simple à tout ça. Déjà, merci pour tout ce que tu rapportes. Ça fait toujours très plaisir d'entendre ça de la part de lecteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que SafePaul, Australian Touch et le premier chapitre de l'Ivresse des Enfers, clairement, ils se sont suivis. Mais le deuxième chapitre de l'Ivresse des Enfers, lui, arrive plus tard. Et ça, le début de son écriture arrive plus tard. On doit être déjà en 2016. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ces 3 bouquins-là qui ont été écrits. Et donc, j'arrive sur le deuxième chapitre de l'Ivresse des Enfers avec beaucoup plus de maturité, je pense, dans mon style. Et tu as raison, du premier épisode au deuxième, ça se sent clairement. Même si j'ai essayé de réécrire et de corriger un peu l'Ivresse des Enfers avant sa sortie, mais on sent qu'il est quand même un petit peu moins mature. Et c'est vrai que sur le deuxième et le troisième chapitre que je suis en train d'écrire en ce moment, clairement, c'est plus engagé, c'est beaucoup plus percutant, je pense. Tout à l'heure, je parlais donc que j'ai perdu un bouquin lorsque j'étais étudiant. L'ordinateur avait explosé. Et ben, il faut savoir que c'est l'Ivresse des Enfers, ce bouquin. Oh, génial! Donc, il m'a fallu quand même beaucoup d'années avant de me dire, je me relance à l'assaut de ce bouquin-là. Et donc, c'est le premier chapitre de l'Ivresse des Enfers. Dans les idées, c'est lui. Le chapitre 2 de l'Ivresse des Enfers, pour l'instant, c'est ton préféré de tous tes Je livres? pense que le préféré de tous mes livres sera l'Ivresse des Enfers quand il sera terminé. Je pense qu'aujourd'hui, le plus complet reste peut-être Australian Touch. C'est vrai que c'est aussi le plus massif, il fait plus de 400 pages. Et celui qui reste le plus dans mon cœur, c'est forcément SafePaul. Parce que ça a été le premier et parce qu'il a ce charme du premier.
Mais l'ivresse des enfers, je vais en faire, entre guillemets, mon œuvre majeure, quoi. Parce que c'est vrai que j'aurais pu le faire en une seule fois, mais il ferait peut-être 1000 pages. Et puis, c'était pas mon idée. Mon idée, c'est d'aller dans cette mouvance des romans courts qui peuvent se lire, voilà, en une demi-journée, un peu comme on apprécie un bon film. C'est un peu ça, mon ambition avec l'ivresse des enfers. Ce qui n'empêchera pas, dans quelques années, quand les 4 tomes seront terminés, d'en faire un gros pavé pour les puristes qui préfèrent les gros pavés. J'avoue que j'ai dévoré. Mais donc, non, j'essaye de ne pas faire de distinction, je n'ai pas de préféré. Ce qui est sûr, c'est que je le sens que je m'améliore à chaque bouquin. Bon, bah c'est chouette, chacun se fera son avis du coup, ce qui est plutôt pas mal. Je te retourne la question, quel est ton préféré? Alors, en toute sincérité, pour l'écriture, évidemment, le tome Les Résistants, clairement. Je peux pas expliquer pourquoi, mais clairement, Safe Paul, toi-même tu sais pourquoi, mais ouais, clairement, il y a quelque chose dedans. Il y a un quelque chose qui me fait dire que waouh, j'ai adoré. Mais bon, je te le dirai après. Je ne veux pas dévoiler la trame de l'histoire, ou spoiler quoi que ce soit, donc je n'expliquerai pas pourquoi, mais en tout cas, effectivement, il y a un attachement particulier à Safe Paul. Du coup, effectivement, je disais, chacun se fera son avis. À propos d'avis, si j'ai décidé de faire ce podcast, c'était aussi pour faire un peu la chasse aux préjugés. Parce que quand on découvre un univers, il y a souvent pas mal de préjugés. Et notamment, le monde de la littérature véhicule forcément des préjugés. Du coup, ce que je te propose, j'ai demandé un peu autour de moi ce que pensaient les gens des auteurs, des écrivains, de la littérature. J'ai récolté des préjugés. Je vais te les lancer comme ça, je vais te les balancer franco de port et j'attends tes réactions à ça. Je te préviens, il y a de la mauvaise foi, hein, autant qu'on soit J'imagine, clair. je ferai autant de mauvaise foi alors. Préjugé 1. Oui, les écrivains, c'est des mecs qui ont besoin de compenser un truc, c'est pour ça qu'ils s'inventent des histoires où ils se mettent en scène et c'est toujours eux les héros. C'est vrai que dans Safe Paul, dans Australian Touch, c'est assumé, il n'y a pas de souci. Dans Safe Paul, le personnage de Cassandre qui vient de la publicité et machin, j'aurais peut-être pu dire qu'il y avait des choses. Et par contre, évidemment, dans l'ivresse des enfers, là, ça a complètement disparu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu de parallèle entre ce qui pourrait être l'auteur et ce qui pourrait être les personnages. Alors, est-ce qu'on a tendance effectivement à se projeter dans ces Alors, personnages c'est pas un cliché. Alors, pour répondre, c'est pas un cliché. Alors, on n'a pas forcément besoin de se projeter. On écrit d'abord pour raconter des histoires et faire passer des messages. Mais effectivement, je ne sais plus quelle une interview d'éditeur que j'entendais, où il disait les 2, voire 3 premiers romans d'un auteur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vont forcément le représenter. Donc l'auteur va forcément se mettre en scène quelque part parmi les personnages, etc. Moi, c'est clair que dans Safe Paul, les 2 héros, c'est moi. Et Australian Touch, on n'en parle pas, c'est inspiré de ma propre vie, donc c'est forcément moi. Théo, le personnage principal, c'est moi. Mais c'est vrai qu'à force, on arrive à se décrocher. Et dans l'ivresse des enfers, je n'apparais pas. Disons que j'ai réussi à délier en fait ma propre vie, ma propre existence, mon propre moi du bouquin. Par contre, ça n'empêche pas que des personnes que tu connais, que tu as rencontrées et qui t'inspirent, peuvent rejaillir là-dedans. Forcément, nos personnages, c'est forcément des gens qu'on a connus. Et ça sert de thérapie, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le préjugé 2. Ouais, écrivain, c'est le bon plan pour draguer. Tu prends un air mystérieux, tu griffonnes 3 trucs incompréhensibles sur ton carnet Moleskine et rouler jeunesse. Du coup, moi, ça, c'est l'image que j'en avais, tu vois. Et je voyais un peu le romancier célèbre, new-yorkais, un peu ténébreux, tu vois. Et je suis allé chercher dans les films. Et que ça soit de Truman Capote à la rencontre de Forrester en passant par le créateur de Dupontel, je me suis rendu compte que ça tenait plus de l'imagerie d'Épinal qu'autre chose. Du coup, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Comment on vit la célébrité? Est-ce qu'il y a des gens qui t'attendent toute la journée à la porte et quand tu dis ouais, je suis auteur, je suis romancier, ça marche ou ça marche pas? Alors écoute, j'apporte un contre-exemple au film que tu as cité. Si tu prends L'amour dure 3 ans, je crois, où c'est un écrivain aussi, où tu vois la petite groupie qui arrive dans sa chambre, je pense que ça existe aussi, mais il faut être un écrivain quand même reconnu. Alors, est-ce que c'est un bon moyen pour draguer? Oui, si on s'en sert. Moi, je suis toujours dans l'optique de c'est une activité secrète. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de dragouiller, je m'en suis jamais servi comme argument. Par contre, c'est vrai que quand elle le découvre par la suite, c'est encore mieux. Parce que là, ça fait le mec pas mystérieux, mais qu'on a gardé sous le coude. Génial. La Non, mais modestie est-ce que incarnée. ça sert? Non, il vaut mieux jouer de la guitare. Sincèrement, si vous êtes jeune auteur, il vaut mieux jouer de la guitare parce que l'auteur, ça fait un peu le mec qui est introverti et qui est dans sa bulle, dans son monde. Ça peut intéresser des lectrices, mais pour draguer, il vaut mieux jouer de la guitare. Merci pour le conseil. Préjugé numéro 3.
Ouais, un auteur, ça se foule pas des masses. 2 ans pour écrire 434 pages, ça fait une demi-page par jour. Il se foutrait pas un peu de nous par hasard, les Alors là, j'ai envie de auteurs? leur dire, écrivez pour voir. On l'a bien dit, moi ça m'a pris 6 ans évidemment, mais parce qu'à côté, j'avais un travail de bureau, des chefs qui me mettaient la pression en me disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et donc, non, c'est pas une demi-page par jour. Moi, c'est sûr que si je ramène sur le temps global que j'ai passé pour écrire chacun de mes bouquins, si on le remet sur un temps plein, c'est 1 ou 2 ans. Je peux comprendre qu'un auteur, que les auteurs de best-sellers actuels puissent en sortir un tous les ans. Parce que quand tu passes le clair de ton temps, c'est possible. Mais sinon, non. Ok, on note, mais oui, effectivement, et c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas juste prendre un stylo et poser et écrire. Enfin, il faut réfléchir, il faut se documenter. Il y a tout un travail derrière, il y a un travail de réécriture, de relecture. Enfin, c'est beaucoup plus Claire, compliqué si que tu veux, ça on quand même. n'abordera pas le sujet, mais un bouquin, c'est pas seulement, comme on le disait, coucher une histoire sur le papier. Ça, c'est le premier jet. Il y a plein de choses avec. Je crois que c'était Zola qui avait un gueuloir. C'était une pièce où en fait il prenait ses textes, il les criait fort pour voir si il rebondissait, pour voir s'il y avait une musicalité dans ses textes ou pas. Et puis après il les barrait, il les réécrivait. Enfin, Ah, bah, tu sais qu'il c'était un m'arrive travail aussi de les assez. lire parfois à voix haute. C'est Ouais, vrai? ouais, carrément. Certains passages où je suis pas forcément convaincu du truc. Parce que quand on est devant son écran, c'est compliqué aussi. On a les yeux qui fatiguent et tout. Donc, parfois, j'imprime, je lis sur des feuilles imprimées, et parfois, je vais les lire. Alors que ça n'a aucun intérêt. Si, ça peut avoir de l'intérêt si on veut en faire un livre audio. Ah, bah d'ailleurs on en parlera ça, tiens, après. Tu nous diras quand tu fais des livres audio. Du coup, le préjugé numéro 4. Oui, mais les auteurs, ils sont tous hyper riches. Regarde, J.K. Rowling, Stephen King, Mark Levy, c'est tous des multimillionnaires. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'auteurs qui vivent de leur plume. Je pense que les auteurs millionnaires en France, les auteurs français millionnaires, tu les comptes sur les deux doigts d'une main. Alors, tu en as quelques milliers qui vivent de leur plume, ça c'est déjà bien, peut-être quelques dizaines de milliers. Donc, sur 65 millions de Français, c'est peu. Hein. Et ensuite, tu en as surtout beaucoup qui ont un complément de revenu. Moi, c'est mon cas, ça m'apporte juste un complément de revenu. Je peux t'avouer qu'il y a certains mois où ça ne me paye même pas un McDo, quoi. Sachant que je ne mange pas de McDo et je ne conseille à personne de manger de McDo. Mangez bien 5 fruits et légumes par jour. Mais non, 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 ça c'est un cliché, c'est un cliché. Tu as autant de chances de devenir un Guillaume Musso ou un Marc Lévy que de gagner au loto, soyons clairs. Et ça dépend pas que du talent, il faut avoir un soupçon de chance et un bon réseau. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça rejoint un autre univers qui est l'univers de la bande dessinée où c'est la même chose. Tu as quelques dessinateurs et quelques auteurs de bande dessinée qui gagnent leur vie pour des centaines et des centaines qui finissent pas les fins de mois. Et je sais qu'il y a pas longtemps, il y avait des manifestations et justement, les auteurs râlaient parce que c'est très difficile. On a l'impression que c'est des métiers de rêve, on a l'impression que. Mais en fait, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de sa personnalité qu'on donne pour finalement quelques-uns qui réussissent, mais très 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 peu finalement On peut qui clairement le réussissent dire, c'est bien. le métier le moins rentable du monde. Imagine 6 ans passés sur un bouquin où tu en vends 1000 exemplaires. Tu vois, par rapport à ce que tu touches dessus. Enfin, c'est le métier le moins rentable du monde. Donc, à tous les écrivains qui nous écoutent, surtout ne le faites pas dans un premier temps pour l'argent. Parce qu'après, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui sont colportées, qui sont un peu faux. Notamment en matière d'auto-édition. Moi, je lis souvent les success stories. Alors oui, elles existent. Mais en France, ça concerne à peine 5 auteurs. Et souvent, c'est quand même des personnes qui sont soutenues derrière par des grosses machines. Donc, il faut arrêter. Souvent, c'est pour vendre du rêve, pour créer du business. La vérité de l'écrivain est tout autre aujourd'hui. Et je sais que cette vérité, on la tait parce que ça génère, c'est une industrie, l'industrie du livre. Et c'est ça que beaucoup d'auteurs oublient. Quand ils publient leurs bouquins, pour eux, ils se pensent artistes et ils rentrent dans une forme d'art. Mais l'industrie du livre, c'est une industrie. Donc, les gens qui sont à la tête de ça sont là pour générer aussi des profits. Ça crée des emplois, c'est bien. Je ne remets pas tout ça en cause, mais il ne faut vraiment pas l'oublier. Et donc, c'est pas facile de vendre son livre. On nous vend du rêve pour générer de l'activité, mais c'est pas facile. Du coup, préjugé numéro 5, et ce sera certainement mon dernier. Ah non, j'en ai deux encore, tiens. Préjugé numéro 5. Oui, les écrivains se la pètent, ils causent toujours en langage soutenu, juste pour nous rabaisser, nous les autres. Écoute, pendant cette petite interview, j'aurais bien aimé utiliser 2 ou 3 vulgarités pour mieux argumenter mon propos. Mais on ne peut pas parce que des enfants peuvent nous écouter. Mais non, je peux vous assurer que dans la vie de tous les jours, je parle comme tout le monde et il m'arrive aussi de bégayer un peu et de pas du tout utiliser du langage soutenu. Non, ça c'est réservé justement à l'écriture. Mais en temps normal, nous sommes des êtres humains, merde. Oh, pardon. Génial. Et dernier préjugé. Oui, si t'es écrivain, c'est que t'es un rat de bibliothèque. Pour y arriver, tu dois faire ni sport ni activité intéressante, porter une veste en tweed et fumer la pipe.
Sinon, ça marche pas. Être simplement dérangé dans sa tête ne suffit pas. Il faut le look qui va avec. C'est complètement faux. Je ressemble à tout sauf à ça, quoi. Je fais du sport, j'aime faire du sport, j'en ai besoin justement, parce que quand on est seul devant son ordi, on a besoin de décompresser. J'ai besoin de voir du monde, je suis un animal sociable, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de prendre des apéros, de boire du champagne, de voir ma famille. Et j'ai pas besoin d'écrire tous les jours. Souvent, c'est pareil, ça c'est une idée reçue qui est fausse. Pour être un bon écrivain, il faut écrire tous les jours. Mais ça, c'est complètement faux. Il faut écrire évidemment régulièrement, parce que sinon on ne peut pas s'améliorer, mais il faut surtout écrire quand on en a envie. Alors parfois, il faut se botter un peu le cul, pardon, oh, j'ai encore utilisé un gros mot. Voilà. Parce qu'un auteur, ça reste quelqu'un comme vous et moi. Je peux vous dire qu'il y a des auteurs qui peuvent être de mauvaises personnes aussi, les pervers narcissiques qu'on a en entreprise. Mais on en a aussi des auteurs comme ça. On a des auteurs qui sont rats de laboratoire, de bibliothèque, pardon. Ils peuvent être rats de laboratoire aussi. C'est pas glorieux. Oui. Et puis ensuite, il y a voilà, des auteurs, monsieur et madame tout le monde, c'est mon cas. Mais écoute, je te remercie pour ta sincérité. Du coup, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin avec un dernier petit exercice. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le Léonard qui se cache derrière le romancier. J'ai lu quelque part que tu disais que tu appréciais les romans d'anticipation car ils permettaient de laisser s'échapper des idées que les lecteurs pouvaient attraper au vol. Bon, ça, jusque-là, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai attrapé quelques-unes au vol que j'ai tirées de ton roman et sur lesquelles je vais te demander de t'expliquer maintenant. Non mais oh. Donc, la première, tu parles d'un de tes personnages, Norbert Wilson, et tu dis que, en tant qu'urbaniste de renom, il pensait ses projets de ville comme une solution aux problèmes sociaux. Donc, est-ce que tu penses que l'urbanisme est une solution aux problèmes sociaux ? Est-ce que la ville est une solution aux problèmes sociaux ou est-ce que la ville crée des problèmes évidemment, sociaux ? je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me contrediront à ce sujet. Il suffit de voir la politique qu'on a menée en France et dans d'autres pays durant les 30 Glorieuses, à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les cités, quoi. Ça a été une grosse erreur d'un point de vue, pas seulement architectural, mais d'un point de vue de vie en communauté, ça a été une grosse erreur, avec les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur une jeunesse un peu paumée, et ce qui peut se comprendre. Quand on parque tout le monde dans des bars en béton, qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est pas comme ça qu'on crée du métissage social. Donc c'est vrai qu'on s'en est rendu compte par la suite. On essaye maintenant de réparer cette erreur, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, moi je pense que la ville génère le bien-être en communauté, quoi. Si une ville est pensée pour ses habitants et pour le bien-être de ses habitants, si les gens vivent heureux en ville, ils vont bien vivre en communauté. Et donc, évidemment, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les urbanistes, justement, ont des visions qui sont beaucoup plus élaborées que la mienne, hein. Moi, je vois ça d'un regard un regard lambda, de celui de monsieur et madame tout le monde. Mais oui, effectivement, la ville, et l'organisation d'une ville, c'est un énorme enjeu pour la vie en communauté. Tu parles toujours dans SafePol, tu dis la solidarité et l'écologie, deux valeurs incontournables dont les instances dirigeantes de la planète s'emparèrent au début du XXe siècle, juste pour haranguer les foules. Ça veut dire que tu n'y crois pas à la solidarité ni à l'écologie ? À ton avis, c'est juste un moyen de nous faire marcher droit ? Qu'est-ce que c'est de la démagogie ? Si, j'y crois évidemment. Ce que je ne crois pas, c'est certains discours. Et je pense que justement, dans le contexte du bouquin, c'était ça. Il y a beaucoup de discours très démagos qui s'emparent de problématiques qui sont essentielles uniquement pour toucher des électeurs. Bon, après, il faut quand même souligner, notamment dans la période qu'on traverse, alors je sais qu'on peut beaucoup critiquer. Moi, je suis apolitique, hein, que ce soit notre président actuel ou les autres. Moi, je regarde simplement les faits et ce qui se passe. C'est que quel que soit le gouvernement et le bord politique qui a été en place actuellement, je ne sais pas déjà s'il y en a un qui aurait fait mieux que l'autre, mais ce qu'on voit, c'est que la solidarité a quand même fonctionné, et notamment avec l'instauration des chômages partiels, qui ont quand même permis aux entreprises de subsister et aux employés de conserver une bonne part de leur... Donc ça, on ne peut que le féliciter. Et ça, d'un point de vue solidarité, on y est. D'un point de vue écologique, bon, mais il faudrait encore d'autres actes fondateurs. Mais ça, c'en est un. Ça prouve qu'on est dans la bonne direction. Je dis souvent qu'on est une espèce jeune, qu'on a encore beaucoup de choses à faire avant d'atteindre une certaine forme de sagesse. Ça en fait partie. C'est pas mal. Après, d'un point de vue écologique, on en est encore loin. Il y a beaucoup plus d'effets d'annonce que d'actions qui sont concrétisées. Alors, les accords de Paris, par exemple, c'était chouette, effectivement, mais on voit que ça tient à rien. Et il suffit qu'un président comme Donald Trump vienne au pouvoir pour dire moi finalement j'en fais plus partie. Donc ça se trouve notre prochain président français dira non mais les accords de Paris j'en veux plus. Donc c'est encore très très fragile tout ça. Donc
Là, attention, je ne parle que d'un point de vue politique. Je sais que les initiatives au niveau personnel des individus, de groupes d'individus, d'associations d'entreprises sont nombreuses pour la solidarité, pour l'économie, pour l'écologie, pardon, surtout pour l'économie. Mais d'un point de vue politique, on peut encore aller au-delà. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Il faut aller au-delà. On doit aller au-delà. C'est pas la planète qui est en danger, hein, c'est l'humain. La planète, elle s'en remettra toujours de notre passage. Mais l'humain ne pourrait ne pas se remettre de ses propres actions. Donc sauvons-nous nous-mêmes. Voilà. Tu parles aussi, et ça revient dans au moins 2 de tes livres, du concept d'âme sœur. Alors, ça rejoint ce dont tu m'as parlé tout à l'heure quand tu parlais de destinée, de destin, parce que pour moi, l'âme sœur, il y a quand même un côté destin, tu vois, là-dessous. Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une âme sœur qui nous attend quelque Et part? ça va peut-être décevoir, mais non, je suis plus des partisans du hasard. Même si c'est vrai que j'entends et je parle souvent du destin, peut-être que parce que je trouve ça très poétique. Mais c'est vrai que je suis très plutôt cartésien dans l'âme. Alors ça peut être paradoxal pour un artiste. Mais je suis très cartésien dans l'âme. J'aime beaucoup l'astronomie, par exemple. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, l'univers, l'espace. Et c'est vrai que quand on étudie un peu tout ça, on pense plus par le hasard, par un formidable hasard, que par le destin. Voilà. Alors je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de choses, de beaucoup de croyances. Après, mais le destin, j'aime à y croire. Et j'aimerais être convaincu qu'on a tous une destinée. Mais c'est pas le cas. D'accord, ok. Tu décris l'un de tes personnages, Cassandre, comme un enfant de la publicité bien placé pour savoir que les gens de j'ai du mal cette fois-ci. Que les gens de sa profession contribuent depuis 2 siècles à uniformiser la culture mondiale. Du coup, la communication, c'est Ah, pas c'est pas que top. c'est pas top, mais ça dépend ce à quoi elle sert. Je voyais hier une pub pour Ineos. Donc Ineos, on connaît tous ce groupe. Alors, ils sponsorisent beaucoup des associations sportives, notamment le vélo ou un club de foot pas très loin de chez moi. Et je les voyais là s'embarquer, faire de la publicité massive pour du gel hydroalcoolique. Bon, ben, j'oublie pas que ce groupe-là fait certainement beaucoup plus de mal que ce qu'il apporte. Et donc, quand je vois ça, quand je vois ces publicités-là, ça me laisse un peu dubitatif. C'est-à-dire quand on regarde c'était, je crois, justement, dans 99 francs de Bec BD, où à la fin, il disait, voilà, si on prenait simplement une toute partie de ce qui était utilisé pour la publicité mondiale, on pourrait enrayer la faim dans le monde. Et c'est vrai, quand on voit tous les budgets pubs, je pense qu'on en fait trop. D'un point de vue publicitaire, on en fait trop. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Je suis un enfant de la pub, je connais les rouages. Et je sais que alors c'est né avec, comment dire, avec notre modèle, notre système capitaliste qui veut qu'une entreprise veut se développer. Pour se développer, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, il y a de la communication. Donc ça fait partie du jeu. On ne peut pas vivre sans. Une entreprise ne peut pas se développer sans. YouStory en a besoin aussi. Et c'est pour ça qu'elle veut lever des fonds. Mais c'est vrai qu'on sert à l'uniformisation de la société parce que finalement, il y a quelques marques dans le monde qui sont imposées et qui imposent leurs règles et leurs normes à tout un pan de la société. Et je pense que ça participe grandement à l'uniformisation de la culture. C'est sûr qu'on peut s'imaginer dans 100 ans avoir une culture 100, 200, 300 ans, vivre dans une société mondialisée, même d'un point de vue culture. Et ça, la communication aura grandement participé à tout ça. Et c'est dommage. Je te rejoins. Allez, puis une petite dernière qui m'a vraiment bien plu. Le rastafarisme va revenir sur le devant de la scène et Bob Marley va redevenir à la mode. On en parle. C'était énorme ça. Bah, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, enfin, alors là, je vais pas me faire des amis. Mais c'est vrai que toutes les religions sont des personnages, hein, des personnages. Tous les mythes naissent de personnages, de faits qui ont existé. Même les mythes les plus improbables, comme Poséidon ou Zeus. Mais c'est vrai que ces mythes donc naissent à une époque. Ensuite, la tradition ou leurs exploits se relaient de manière orale ou écrite ou maintenant par Internet. Et c'est vrai qu'elles sont pour les générations futures, elles deviennent des mythes, elles deviennent des légendes. C'est vrai qu'un mec comme Bob Marley qui a lancé un courant Rastafari, enfin, qui n'est pas né de vie d'ailleurs, hein, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle. Haïlé Sélassié. Merci, j'y étais plus. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très peu suivi, mais c'est quand même une pensée très positive et justement où la solidarité fait partie intégrante de cette pensée. Rien ne nous dit, au même titre que la scientologie, rien ne nous dit que le rastafarisme et la scientologie, dans 500 000 ans, seront considérés comme les religions de... Mais clairement, ça va, ça vient. Aujourd'hui, les religions dominantes sont là.
elles sont sur des marchés consolidés. Alors là, je ne veux pas me faire du tout des amis. Non, mais clairement, elles sont là. Elles sont évidemment très utiles. Elles nous ont permis de vivre tous en communauté. Sans elles, je ne sais pas où on en serait actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, elles sont nées il y a longtemps. Il y a très longtemps qu'elles sont nées, il y a 2000 ans, quoi. Donc, dans 2000 ans, on en aura certainement d'autres dominantes. Écoute, c'était vraiment passionnant. C'était vraiment super passionnant ce moment qu'on a passé ensemble. J'aimerais bien j'ai encore 3 dernières questions et ça sera vraiment des questions. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Non, c'est mes 3 dernières questions de fin. La première, quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de te poser? Quelle question? Pourquoi est-ce que j'avais un pseudonyme ou non? Ça aurait été intéressant. C'est un autre sujet sympa à aborder. Ah bah ouais, clairement. Vas-y. J'ai un pseudonyme, effectivement. Et je pense que ça, tous les écrivains se la posent. Et j'ai souvent des auteurs via YouStory qui me posent cette question. Est-ce qu'il m'en faut un? Et ça, c'est libre, propre à chacun. On est tous libres de choisir si on en veut un ou non. Ce qui est sûr, c'est que vu que moi, tu as compris que j'étais plus dans le secret, pour préserver ma confidentialité, on va dire, ma vie privée, je me suis dit, on ne sait jamais, sur un malentendu, si un jour mes romans marchent un jour, je préfère préserver ma vie privée. Donc oui, j'ai pris un pseudo qui fait référence là aussi à ma famille. C'était pour leur dire, je change mon nom, mais c'est pas parce que je vous renie, c'est vraiment pour protéger ma vie privée. Et donc le nom Foggia voilà, fait référence à ma famille. Celle-là, c'est une question qui est extrêmement importante. Comment est-ce que je fais pour devenir bêta lecteur de ton prochain livre? Bah, écoute, moi, il n'y a si pas tu me le moyen que demandais, donc je te j'attende encore l'enverrai 2 par mail. ans pour lire ton prochain livre. Alors, comment je fais? L'ivresse des enfers, par exemple, il a été lu à chaque fois par 2 personnes. Et je leur fais un petit coucou, JB et Amandine. Donc JB est très spécialisé dans la SF. Donc en gros, c'est lui qui me disait si oui ou non j'étais à côté de la plaque pour faire de l'aventure SF. Donc ses idées, elles ont été toujours bonnes. Et Amandine, plus pour me dire, qui lit un peu de tout, et plus pour me dire c'est à chier ou non. Voilà. Et donc si tu veux, tu feras partie des bêta-lecteurs aussi. Waouh! C'est top, c'est noté. Mais avec grand plaisir. Et puis la dernière question, mais celle-là c'est plus pour m'aider. Pour mon prochain épisode, est-ce que tu me conseilles un univers que je devrais découvrir, ou est-ce que tu connais quelqu'un où tu te dis oh ouais, il va t'apprendre tellement de choses, il faut absolument que tu l'appelles, ou juste quelqu'un que tu aurais envie d'entendre? Ça c'est une bonne question. Quel univers par rapport à ça mérite réflexion, j'avoue, parce qu'on peut partir vraiment dans tous les sens. Vas-y. Quel univers. Tout à l'heure, j'ai envoyé un petit peu du sucre sur le dos de nos politiques. Et ça pourrait être intéressant justement d'interviewer quelqu'un qui se lance en politique et de connaître quelles sont ses aspirations, pourquoi il le fait, et si il est parvenu à ses fins, c'est-à-dire intégrer ce milieu politique, quelles sont ses déceptions, mais quelles sont encore ses espérances. Et ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que c'est facile de cracher sur le dos des politiques, mais ils font un métier qui est vraiment pas facile. Et je pense que la plupart, quand ils partent, ils partent vraiment avec de grands espoirs. Ils sont souvent déçus parce qu'on est dans un système très fermé et c'est difficile de le faire bouger. Je pense que ça sera intéressant. Je te cache pas que j'adore vraiment l'idée et je vais le faire. Pour le coup, je vais le faire parce que je trouve ça absolument génial. Bon, bah écoute, c'était mes dernières questions. Moi, je voulais te remercier parce qu'effectivement, tu nous as fait découvrir un monde qui était fascinant. Tu nous as partagé ton expérience avec un sourire, une joie, un soleil dans la voix qui sont juste extraordinaires. J'espère que ça aura donné à tout le monde envie de lire, envie d'en savoir plus, envie de lire tes livres. Ça, c'est évident. Et surtout, ça vous donnera tous envie de continuer à rester curieux parce que je crois que c'est une des plus belles qualités. Alors juste pour conclure, j'ai envie de vous dire que si vous avez passé un bon moment, pensez à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à me soutenir en partageant cet épisode avec ceux que vous appréciez. Et si vous n'avez pas aimé cet épisode, c'est pas grave, partagez-le uniquement avec les gens que vous n'aimez pas. Voilà, je vous fais des bises de Papa Ours et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, à bientôt. À bientôt.